Exactement. Mais alors, tu parlais de la FFBB. Alors, moi aussi, je passe du coq à l'âne, mais parce que c'est quelque chose qui est marquant, parce que l'histoire elle est peut-être pas vraie, mais ça m'a marqué une histoire à moi dans 2000. On est en 2000, je vais raconter l'histoire, je vais faire du storytelling. On est en 2000, on est en Croatie, et il y a une équipe avec, avec un mec qui s'appelle Tony Parker, qui est monstrueux, avec une génération incroyable. Et en fait, personne veut y aller, parce que personne veut aller voir ce qui se passe pour documenter ça. Et il y a un certain journaliste de l'équipe, dont j'ai oublié le nom, et j'en suis désolé, qui a dit, mais moi, je pense qu'il faut y aller, et je pense qu'il faut qu'on raconte leur histoire, parce qu'il va se passer un truc. Et je crois que c'est un journaliste de l'équipe, on veut pas lui, il a foutu l'argent, il a payé son billet d'avion, il est arrivé là-bas, il a filmé, il a écrit, etc., pour raconter, et ils sont champions d'Europe. Et il y a les images du coup du caméraman, le kiné qui filmait, Olivier Mort d'ailleurs que je salue, qui filmait les images, et il y a une image de Tony qui va le voir et qui dit « T'es remboursé mon Julien, t'es remboursé !» Ouais, je vais compléter ton histoire. Vas-y. Et ça m'a marqué, et j'allais dire que t'as un peu une histoire similaire avec, il me semble c'est les championnats d'Europe de 2011, mais vas-y, complète mon histoire d'abord. Ouais, je vais compléter ton histoire parce c'est effectivement une histoire vachement importante à connaître. Ah, t'appuies sur Il le faut que mute. j'arrête de couper mon micro. Ouais. C'est pas un journaliste de l'équipe, c'est Julien Guérino qui était à Basket Hebdo ou Basket C'est News à ça. l'époque. Et ensuite, il est allé à l'équipe. C'est ça l'histoire. Et il est pas allé à l'équipe, non, il est allé à Non? la Fédé direct. Ouais, il est Ah, à la ça l'a fait Fédé, des. Julien aujourd'hui. Mes Et en excuses, fait, Julien. ouais, Julien Guérino, ça fait partie des talents pas suffisamment exploités du basket français. Lui, en l'occurrence, c'est dans les différentes instances où il est passé, mais peut-être à la Fédé notamment. Et tu vas voir, il y a un lien très très direct avec la suite de l'histoire. Donc c'est effectivement Julien qui a dit, je pense que Basket Hebdo avait dit à l'époque, on n'a pas les thunes et tout, qui avait payé son voyage et qui effectivement t'es remboursé. Et ce mec-là, quand même, après, quand il suit toute la carrière des jeunes, il les a depuis qu'ils étaient, enfin, c'était le seul qui était sur place. Forcément, ça change tout, quoi. Ouais. Et en fait, Julien Guérino, moi, donc c'est un mec que j'ai rencontré, je crois, à travers Basket Hebdo, mais je sais plus trop comment. Et au bout d'un moment, il a fini par aller à la Fédé. Et il est intervenu dans la deuxième phase de mon travail avec la Fédé. Alors, je vais te raconter la première phase de mon travail avec la Fédé. C'est effectivement le championnat d'Europe 2011 en Lettonie, non? Lituanie, Lituanie? à Kaunas, ouais. Oui, ils perdent contre la Euh, Macédoine. Oui. et donc, championnat d'Europe en Lituanie 2011. Et moi, je vois la demi-finale. Alors, attends, j'essaie de ne pas me tromper dans les. C'est cette année-là où on bat Non, on retrouve l'Espagne en finale. On bat les Russes en demi-finale. On bat les Russes en demi-finale, voilà. Et moi, je vois qu'on bat les Russes en demi-finale, et j'avais lu dans Basket Hebdo, je sais plus si c'était Basket Hebdo ou Basket News, parce que ça a changé plusieurs fois de nom. Ouais. Et je vois la semaine d'avant une interview de Fabrice Canet, donc qui est l'attaché de presse de la Fédé, qui est aujourd'hui responsable de la com, qui dit on s'est un peu brouillé avec Canal, donc il n'y aura pas d'intérieur sport sur cette saison. Et moi, quand je dis ça, je me dis attends, et merde, c'est la première fois qu'on va en finale, on va peut-être être champion d'Europe, et il va pas y avoir d'image, vous vous foutez de ma gueule. Ouais. Et donc, je me rappelle le jour où je l'appelle, et non, je lui envoie un mail d'abord, et je dis écoute Fabrice, ça me ferait, en tant que fan de basket, ça me ferait vraiment trop mal qu'on soit champion et qu'il n'y ait pas d'image. Donc 2011, nous on fait vivement match depuis 2009 et tout, donc il y a quand même une habitude de travail. Ouais. Et je lui dis écoute, moi si tu veux, je viens à mes frais avec ma caméra, et je suis là, et vous m'utilisez comme vous voulez pour filmer ce que vous voulez, mais je peux pas, je le vivrais trop mal si voilà. Et en fait, il répond très vite, il dit ah super génial, je te prépare ça, je t'accrédite et tout, viens. Et donc en fait, et ça se passe très vite, hein, parce que ça doit être le jeudi et je pars le samedi ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, c'est un Ouais. truc qui était vraiment pas prévu. Et à l'époque, je propose à Tommy Humbert, qui était mon complice de Vie Mon Match, de venir avec moi. Il me dit oh je sais pas et tout. Il avait un peu la flemme. Et, C'est pas à côté de la Lituanie. et ouais, enfin putain, moi je pouvais pas comprendre. J'avais la tête qui explosait parce que, alors, toujours mettre du contexte, hein. Moi, j'avais vécu France-Grèce 2005 ou 2003, 2005. 2005. J'avais vécu à la radio France-Italie 2003, où on rate Les Jeux Olympiques. les Jeux Rate la Olympiques troisième place. sur le match de la troisième place. On avait éclaté les Italiens, et puis en fait, toute l'équipe ne joue pas, et puis il n'y a que Tony Parker qui est tout seul, qui fait un airball, je crois, sur la dernière possession. Bref, j'avais vécu plein de traumatismes avec l'équipe de France, donc là, je me disais, non, il se passe un truc, moi, je veux y aller, hein. Et donc,
Et donc, je prends l'avion, je me retrouve en Lituanie, j'arrive à la salle. Ah, donc, je prends un avion avec les supporters, hein, il y avait un voyage organisé. Ok. Dans cet avion, je crois que j'interviewe Lionel Jospin qui faisait le déplacement. Et donc, c'était marrant de. Ok. Et j'arrive là-bas et à l'entrée de la salle, il y a Fabrice Canet qui me dit ouais, vas-y, passe par là et tout. Il me file une accrède et puis je peux rentrer. Et je me retrouve dans la salle pour la finale. Ce fameux match où il y a Rodriguez qui fait une grosse cravache à Tony Parker. Rudy Fernandez, Ouais. ouais. Fernandez, pardon, ouais, je mélange. Rudy Fernandez qui fait une grosse cravache à Tony Parker. Et donc, moi, je regarde le match des tribunes. Et à la fin, malheureusement, on perd. Je crois me souvenir qu'on y croit pendant 2 quarts-temps, mais qu'à partir du troisième, ça commence déjà Ils étaient à trop sentir forts. mauvais. Puis, Mm. ouais, cette génération espagnole était vraiment trop forte. Et, et en fait, au moment juste avant la fin du match, Fabrice me met dans les vestiaires et s'en va. Et le match se finit. Et les 2 premiers à rentrer dans le vestiaire, c'est Ronny Turiaf et Joachim Noah qui me voient et moi je les filme. Parce que je me dis, bon, bah, ils ont perdu et tout, mais il faut que je prenne l'émotion. J'ai appris par les docus que j'ai fait avant que faut pas prendre que les émotions fortes, bonnes, faut aussi prendre les mauvaises. Parce qu'une histoire, c'est des hauts et des bas, hein. Et si tu regardes tous les films, la composition du scénario, il y a toujours une intrigue et puis un moment où c'est plus difficile. Et donc, je les filme en train de faire la gueule. Et j'ai Joachim Noah qui me regarde, mais qui m'envoie un regard totalement assassin et qui dit t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? Sors du vestiaire. Et moi, parce qu'en fait, Fabrice les avait pas prévenus que Ouais. j'étais là. Et pour eux, j'étais un journaliste qui était là Il était rentré par hasard. pour piquer des images, tu vois. Et donc, ils étaient vraiment vénères, les deux. Et je dis, bah non, mais je suis avec vous, en fait. Du coup, t'es avec nous, t'es pas avec nous, allez, sors du vestiaire. Et je finis par dire, non, mais c'est Fabrice, je suis venu pour filmer la finale et tout. Et là, t'as Ronny Turiaf qui se lève et qui dit, ah, bah excuse-nous, on savait pas, on n'était pas au courant. Mais donc, j'ai pris un gros coup de pression de Joachim. Et donc, après, voilà, je fais des images de vestiaire. Il y a une ministre qui vient féliciter tout le monde. Il y a Tony Parker qui rentre dans le vestiaire et tout. Enfin, pour moi, c'est aussi un moment un peu fou parce que j'avais jamais approché de si près les joueurs. Ouais. Et puis je les suis ensuite et je me dis en fait je vais faire toutes les images que je peux et puis bah même si c'est juste un reportage qu'on fait sur le retour des vice-champions d'Europe en France, bon ça sera déjà ça d'archiver. Et puis donc je les filme et on se retrouve à partir donc je pose la caméra à l'hôtel et à partir faire la fête dans la nuit lituanienne. Parce qu'en fait, les joueurs, à la fin d'une campagne comme ça, certes, ils sont déçus, mais ils ont aussi besoin de décompresser, de se dire, écoutez, voilà, on va. Faut décharger tout ce qui est. C'est beaucoup de stress, Voilà. beaucoup d'énergie. C'est difficile à. Et puis le soir d'une finale, en plus, je suis pas sûr que tu aies envie de rentrer et d'aller te coucher à l'hôtel en déprimant sur ta défaite, tu vois. Enfin, Puis personne peut dormir de toute façon, donc ouais. bon. Et donc, je me retrouve, donc 2011, hein, les téléphones portables, tout ça, le réseau à l'étranger, c'était pas. Le Wi-Fi, c'était pas très clair non plus. Et donc, je me retrouve dans la nuit lituanienne. Moi, j'ai suivi le groupe, mais je connaissais pas les gens, hein. Moi, j'étais là que depuis le matin. Ouais. Et je me retrouve à un moment dans une boîte avec les cheerleaders du CSKA Moscou ou de je sais pas qui étaient venus faire le show avec Tony Parker devant. Alors moi, je n'avais jamais rencontré Tony, donc pour moi, qui suivais le basket depuis des années, c'était waouh. Et donc on va dans une première boîte, c'est assez sympa. Et ils partent pour une deuxième boîte. Et là, je me retrouve sur un parking où au début, je suis tout seul et je sais pas. Alors, je sais pas où je suis à Kaunas. Je sais pas où Kaunas est en Lituanie. Et pour être honnête, je sais pas trop où est la Lituanie dans l'Europe. Et donc là, j'ai un moment de solitude. Et puis je vois le bus des pom-pom et je vois un mec de la Fédé qui monte dedans. Donc je fonce pour aller me foutre dans le bus des pom-pom. Et on retourne dans une autre boîte. Et c'est là où je rencontre pour la première fois Boris Dio, qui est au bar en train de payer des coups à tout le monde et qui me dit ah salut, t'es venu nous filmer, c'est sympa et tout, tiens je te paye un coup. Et qui était Boris Dio, quoi, égal à lui-même, hyper sympa avec tout le monde, enfin Une crème. une crème absolue. Et donc le lendemain on se retrouve à faire le retour en avion. Donc je monte dans l'avion et il y a encore des mecs qui me regardent un peu bizarrement parce qu'ils savent pas pourquoi je suis là. Et je pense aussi qu'il y en a qui étaient un peu potes avec Antoine Leroy qui faisait ça pour Canal, qui avait dû être frustré que la Fédé et Canal s'engueulent et qui me voyaient un peu arriver comme un cheveu sur la soupe, tu vois. Ouais. Et en fait, on rentre et là, la Fédé et donc dans le lot Julien Guérino, le fameux Julien Guérino qui avait payé le voyage de ses propres deniers en 2000, tu vois. Donc c'est assez marrant qu'on se retrouve 11 ans plus tard et du coup là c'est moi qui ai payé mon voyage par mes deniers et qui est au service com de la Fédé et qui dit on va quand même faire un docu qu'on va appeler On the Road to London parce qu'ils sont quand même qualifiés pour les JO et ça c'est un truc en basket qui
les jeunes ne connaissent pas cette souffrance, mais Vous les n'avez moins pas fait jeunes beaucoup. savent. Ouais, on a toujours eu des galères, on n'y allait pas, quoi. Et donc, on se retrouve donc à arriver à Paris avec l'équipe. Donc, moi, j'étais dans l'avion privé de l'équipe avec Tony Parker à côté qui parlait avec Rudy Nelom. Mais je te promets, moi, je regardais mes pieds parce que j'étais pas du tout inclus dans le groupe et tout, ce qui est normal, je venais d'arriver. Ouais. Mais il faut s'imaginer ça hein, pour quand tu es fan de basket, quoi. C'est un truc, c'est ahurissant de se retrouver dans cette situation. Et donc, on arrive en France, on fait un tour des Champs-Élysées et tout ça, et on finit dans une boîte de nuit et on fait ce docu qui est disponible en ligne, qui s'appelle donc On the Road to London. Et ce docu, je crois que c'est ça le nom, hein, il me semble. Oui, c'est Ce ça. docu, on le filme dans un fumoir de boîte de nuit parce que c'est le seul endroit qu'on a trouvé pour faire les interviews. Et donc, on a pris tous les joueurs un par un, on les a interviewés. Et en fait, et donc là, Tommy m'avait rejoint parce que entre-temps, je l'avais appelé, je lui ai dit, la Fédé veut un docu, viens, on va faire les interviews et tout. Et en fait, on interviewe les joueurs dans ce fumoir. Et avec les images de match et les joueurs qui parlent, on peut raconter cette histoire. Donc, c'est beaucoup moins bien que ce qu'aurait pu faire Intersport s'ils avaient été là tout le temps et tout, ou ce qu'on aurait pu faire nous si on avait été là tout le temps. Mais moi, je partais du principe qu'il faut marquer le coup, quoi. Il faut vraiment faire Ouais. le truc. Et donc, on arrive à sortir un DVD dont on est très content, même si il y a quelques défauts, et notamment un gros défaut, mais je peux pas si je vous le dis, vous allez voir que ça. Donc, je vous le dis pas, mais il y a un problème de cadrage quelque part. Oh, tu peux pas nous lancer comme ça, là. Si, bah, il faudra mettre des commentaires dans la publication, je dirais si c'est bon, mais si je vous dis la merde qu'on a fait, bon, sur des trucs comme ça à l'arrache, tu as toujours un truc que tu fais pas très bien. Ouais. On a un truc qu'on a vraiment chié, et bon, on nous a pas trop fait de remarques dessus, mais c'est vraiment pas très réussi. Ah, bah, je sais ce que je vais faire ce soir. Ouais, voilà, tu vas regarder. C'est présent en permanence, hein, donc normalement, tu dois le voir assez rapidement. Mhm. Mais voilà, tu, tu me D'accord. diras. Et donc, ce docu, il a été tourné donc dans ce fumoir avec à l'interview Julien Guérineau. Et qui d'autre de mieux que Julien Guérineau pour interviewer en 2011 Tony Parker, Boris. 11 ans après, et Boris et tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Et Julien Guérineau, bah, je t'invite un jour à l'inviter dans ton podcast parce qu'il a plein de trucs à raconter. Et c'est un mec qui a vécu des histoires folles, qui connaît très très bien les bons jeunes joueurs français, qui a eu des contacts avec la NBA. Les premiers joueurs scoutés par la NBA, ils ont tous demandé à Julien ce qu'il en pensait et tout ça. Donc il a vraiment... C'est une bible du basket, un mec dont il faut exploiter un peu plus le potentiel. C'est noté. Voilà, tu coches. C'est noté. C'est noté, c'est noté. J'ai bu sans rien renverser. Bravo, félicitations. Et alors en fait, il y a eu des suites à tout ça. Parce que après, En fait, ça a été ta porte, le On the Run to London, parce qu'après, ils l'ont fait vraiment sur la prépa pour avant d'arriver au jeu. Et c'est ça qui a lancé, et ensuite, ils l'ont fait tous les ans, quoi. Donc, j'imagine que l'idée vient de là. L'idée vient de là. Et donc, c'est là où je suis assez content parce que je me dis, tiens, ça, c'est une porte, c'est moi qui l'ai ouverte. Non, mais parce que si il aurait pu aussi se passer qu'il n'y ait rien, parce que personne ne dise rien et qu'il n'y ait pas d'image de rien. Et que, tu vois, et donc là, je suis content, moi, d'avoir pris l'initiative. C'est ce que je dis souvent. Je bosse avec pas mal de startups qui tournent en rond, se posent 1000 questions et tout. Je leur dis, faites des trucs là. Allez-y, calculez, mais s'il n'y a pas un gros risque pour vous financier, faites-le. Si ça rapporte rien, on s'en fout, faites-le quand même. On verra ce que ça peut donner. Ouais. Et je suis assez content parce que ce truc-là, je l'ai déclenché, en fait. Et effectivement, après, Julien, et ça, c'est vraiment à Julien qu'on le doit, Julien bosse un peu le truc et a réussi à vendre en interne qu'on fasse une web série sur l'équipe de France. Donc, il y a eu la première année, il y a eu 2. Non, mais c'est pas. Excuse-moi, je reviens. Le docu, il s'appelle Eurostars. Donc, si vous le cherchez sur YouTube, c'est Eurostars. On the Run to London, c'est ce qu'il y a après la série, sur la prépa. Voilà, Ouais. voilà, c'est la série qui est arrivée après. Et donc, on arrive à se mettre d'accord à dire, voilà, il faut occuper le paysage médiatique pendant toute l'année qui précède les JO, parce qu'on n'y va pas si souvent, donc c'est quand même cool d'y aller. Profitons-en. Il me semble qu'on a fait 2000, mais qu'après, on n'a pas fait 2004, pas fait 2008. C'est exact. Donc, ça faisait 12 ans, tu vois. Et donc, on se dit, bah, on va faire une série en 2 parties. La première partie, il faut qu'on présente qui sont les acteurs de l'équipe de France. Et donc ça, c'est plutôt à travers des déplacements un peu partout en Europe et aux États-Unis pour faire des épisodes sur les différents protagonistes. Et deuxième partie de la série, les suivre en prépa. Et donc, on arrive à faire plusieurs voyages, dont un mémorable aux États-Unis où on a fait San Antonio, Portland. C'était l'année d'après, moi l'année d'avant, j'avais fait le Hoop Summit avec Tommy Humbert
On avait filmé Evan Fournier au Summit, on avait déjà rencontré Nico Batum à Portland. Mm. Et donc on se retrouve à faire San Antonio, où on voit plusieurs matchs de Tony, et il y a un match de Charlotte, et Boris était encore à Charlotte à l'époque. Et on voit une discussion d'avant-match, et on se dit à l'époque, ils sont en train de négocier pour qu'il aille à San Antonio, et en fait, c'est quelques... Je sais pas si... Je me demande pas si c'est pas quelques mois avant que Boris aille à... Donc s'il n'y avait pas vraiment anguille sous roche. Et on fait des épisodes, il y en a un qui présente Tony Parker, il y en a un qui présente Nicolas Batum, etc. On a vu Joachim Noah parce que on avait vraiment ciblé pour faire le plus à l'économie. Donc à San Antonio, il y avait Charlotte et Chicago qui venaient jouer. Donc on avait pu voir Ouais. D-Rose contre Tony Parker, D-Rose de la grande époque. Et après, on va à Portland où on voit Nicolas Batum. Et donc, et puis on était allé à Valence. Enfin, on avait pour pouvoir voir De Nando. Colo et Pietrus. Et donc, on a fait cette série. D'abord, donc des épisodes que je vais appeler froids, c'est-à-dire faits en amont et puis diffusés. Et après, des épisodes chauds pendant la préparation. On était avec eux en inside. Et là, c'est un moment mémorable parce qu'on a été vachement bien accueillis par le groupe. On a pu être les premiers à faire découvrir certains aspects qui maintenant on les voit régulièrement à chaque fois, mais les coulisses de l'INSEP et tout ça. Moi, je me rappelle à l'époque, Georges Eddy qui commente et qui dit waouh, c'est cool ce docu, on apprend plein de choses. Moi, j'étais hyper content de me dire on a réussi à aller un peu plus loin dans l'intimité, Ouais. et probablement parce que c'était un truc produit par la Fédé. Et donc, la Fédé a porté aux joueurs la garantie qu'il y aurait un droit de regard sur toutes les images, Ouais. que donc il y avait pas de risque de se faire piéger. Et donc ça a été la première année. Puis après, on a fait Bleu Blanc Tour, qui a été une autre web série. Et puis après, Tommy est devenu le vidéaste quasiment permanent de la Fédé. Et maintenant, à chaque fois qu'il se passe des fenêtres internationales ou des trucs comme ça, on a en France, il faut le savourer, il faut le regarder et il faut le partager. On est le seul équipe au monde qui a un docu permanent sur elle. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Donc autant il y a des trucs qui manquent dans le basket français. Ça, c'est Là-dessus, je super. ne vois pas comment on peut être encore plus au top. Ouais. Parce que Tommy, c'est hyper quali ce qu'il fait, il filme hyper bien les matchs. Enfin voilà, la réal, il n'y a rien à redire là-dessus. Et donc, voilà, autant tout à l'heure on disait il y avait des points à améliorer, autant là-dessus. Et donc, peut-être que Tony Parker devrait appeler Tommy Humbert pour faire, pour faire le Vie mon match de Lasvel ou un truc comme ça, quoi. Ouais, parce que en plus, vous avez lancé les gars, mais il y a eu les filles qui a été fait aussi. Le On the Road to London, c'était, il y avait les gars et les filles Ouais, en parallèle, il me ouais, semble. on nous avait demandé de faire des épisodes sur les filles aussi, donc Ouais. on y était allé. Et c'était très sympa. Alors après, ce que je regrette, c'est il faudrait qu'on ait plus de temps, en fait. On avait pas mal de temps avec les garçons, un peu moins avec les filles. Si tu veux être bien dans un groupe, tu as intérêt à être là dès le début. Comme ça, tu es présenté au milieu de tout le monde et tu fais partie de l'équipe. Et que que tu puisses passer un peu de temps pour, notamment des périodes chiantes, hein, les déplacements en bus ou des trucs comme ça, pour que tu puisses faire partie du décor et qui te donne un peu plus de trucs, tu vois. Ouais. C'est ce que je regrette un tout petit peu sur les épisodes sur l'équipe de France pendant les périodes, les trucs internationaux, là, les fenêtres. C'est que c'est tellement court en fait qu'il n'y a pas le temps Tu de. construis pas grand-chose. Mais Ouais, pour les toi, premières années. et même en tant qu'entraîneur, je pense, tu n'as pas le temps de Ah, construire mais grand-chose, ouais, hein. c'est pour tout le monde hein, en fait. Ouais. Mais moi, le meilleur exemple, enfin, il y a 2 épisodes qui m'ont marqué. C'est quand on est à la Villa Nalvar à Pau. Une fois, on a filmé un loup-garou entre les joueurs. Bon, bah, c'était génial, tu vois. Enfin, et on a vraiment mis une séquence assez longue de loup-garou. Alors, tu peux te dire, bah, dans un truc sur le basket, qu'est-ce qu'on en a foutu du loup-garou? Mais si, c'est ce qui nous intéresse. Ouais. C'est ce qui va toucher tout le monde. C'est ce qui a touché tes enfants qui font du loup-garou, ta copine qui n'en a rien à foutre du basket, mais qui voit les mecs qui jouent au loup-garou. Et il y avait une autre séquence où ils avaient fait une blague à Rudy Gobert. Il lui avait fait croire qu'il fallait mettre un t-shirt et pas un polo. Il était arrivé en t-shirt et en fait, ils s'étaient tous mis en polo pour le faire chier. Il était remonté dans sa chambre chercher le polo et quand il était Il y redescendu, avait ils avaient tous tous mes enlevé leur polo. Il y avait un t-shirt en dessous. Et tu vois, ça, c'est des trucs sur lesquels moi j'ai toujours insisté. C'est ce qui faisait la saveur Vim Match, ce qu'il faut vraiment mettre dans toutes les vidéos. C'est des moments de vie qui n'ont rien à voir avec le basket, mais qui montrent les acteurs comme des humains Ouais. qui ont des passions, des phobies, des machins, des bidules. Et c'est ce qui fait qu'on se connecte, tu vois. Et donc voilà, moi j'ai vraiment des souvenirs géniaux avec cette équipe. Et aussi parce qu'on a la chance en France
de pas avoir de connards dans l'équipe, d'avoir des gens hyper respectueux. Non, mais il y a des. Je me Ouais, rappelle à l'époque, l'Italie, il y avait des trucs un peu compliqués, quoi. Et la Serbie aussi, à une époque, ils explosaient parce les que c'était Serbes ils sont pas. foutus sur la gueule pendant le championnat d'Europe. Enfin bon, ouais. Voilà. Et nous, on a eu. Et pourquoi? Parce qu'on a eu. Je pense que les entraîneurs, ils sont pour beaucoup. Patrick Bisley, qui est le manager d'équipe de France, il y est pour beaucoup aussi. Et après, bah, La Boris Dio, génération hein. aussi. Merci Boris Dio. Mm. Parker, il a dit, il a imposé le on se bouge le cul. Et Boris Dio, il a imposé plus le on se respecte, on respecte des règles, etc., etc. Mais tu as connu comme moi et des périodes plus sombres où c'était le bordel dans l'équipe, 2003 notamment, et où à chaque fois on était frustré à la fin parce qu'on avait des potentiels de fou, mais ça donnait rien du tout, quoi. 2003, il y en a eu des échecs, mais 2003, Il me semble que c'est là où ils bouffent du McDo avant le match pour la troisième place, qui qualifie pour les JO quand même, tu vois. entre Donc, autres. Il y a le match entre contre la autres, Lituanie où on doit jamais perdre, on doit aller en finale déjà. Et... Enfin bon. on a beaucoup souffert avec l'équipe de Non, mais France. tu vois, Les gens aujourd'hui qui voient, tu vois, moi je souffre encore en fait parce que j'ai tellement vécu ces souffrances que les JO cette année, à chaque moment, je me disais à quel moment on va faire le truc. Et pour moi, c'était sûr que Prepelic, c'est ça? Ouais, Ouais. Clément C'était Prepelic. sûr qu'il mettait son layup pour moi. Parce que j'ai tellement vécu de trucs où on se fait défoncer sur la fin. La Grèce, j'ai vécu en live, je me suis engueulé avec tous mes potes après. Parce qu'ils m'ont dit, ouais, c'est pas grave, on gagnera une autre fois. J'ai dit, non, mais dans la vie, t'as pas 10 fois où tu peux gagner, quoi. Enfin, Celle-là, putain. et donc, ouais, on a souffert avec l'équipe de France. Ouais, tu comptes 2003, 2005 la Grèce, 2007 les Russes, et puis après on a 2 matchs à gagner pour aller aux Jeux Olympiques. On n'en gagne aucun des deux, on va pas aux Jeux. Et Puis puis on repart de tout en bas avec tout en bas. Michel Gomez. Et après, bah, Collet quand même, Collet. Alors, ouais, j'ai dit Bisley et les entraîneurs et tout, mais Et Collet. Vincent, bien Tu sûr. vois, il y a des gens qui aujourd'hui, j'avais même fait un post sur un blog là-dessus. Il y a des gens qui critiquent Vincent Collet, mais les gars, vous n'avez pas connu avant. Enfin, avant, c'était chaotique, c'était horrible. Donc Vincent Collet, comme tous les coachs, il a des défauts. Peut-être qu'il y a des trucs techniques, machin. C'est pas mon métier, donc je Ouais, ne ouais. commenterai pas. Mais pour autant, les gars, vous avez vu la tenue qu'elle a, notre équipe de France, le basket qu'elle joue. Encore une fois, tout pourrait être mieux, hein, mais on a connu Vincent, tellement pire que. tactiquement, c'est super bien tenu ce qu'il fait, donc mais ça se voit. Et on a une continuité et tout grâce à ça. Et enfin, voilà. Moi, en plus de ça, parce qu'il y a le côté basket, mais en plus, il y a 2 séquences pour moi qui sont super vues dans le monde du basket. Il y a la partie on joue pas physique, nanana, 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 que bon, voilà, il y a ça, mais de ce que je me rappelle quand même, on avait fait une super première mi-temps contre les Espagnols, c'est juste qu'on n'avait pas foutu un tir. Donc il y avait quand même tactiquement c'était tenu et bon, on était revenu au final. Puis il y a une autre séquence qui pour moi est super parlante aussi et souvent les gens quand ils la regardent ils rigolent sans comprendre. C'est celle où c'est un inside et t'as Tony qui attaque Emeric Janot. Et Emeric, il suit Tony comme il pouvait, quoi, en tirant un peu, nanana. Et Tony, il tape et pendant l'entraînement, il dit mais putain, ça me saoule, nanana. Et il y a Vincent qui est là, les bras croisés, qui dit moi je crois pas qu'il triche. Moi je crois qu'il fait ce qu'il peut. Il dit mais putain, mais interviens, nanana. Et cette séquence-là, elle m'est restée en mémoire parce que souvent, déjà la continuité ça aide. C'est pas souvent valorisé chez les coachs, mais ça aide. Mais en plus, tenir des joueurs, c'est pas juste leur gueuler dessus. Et c'est pas tout leur accepter non plus. C'est savoir quand il faut intervenir. C'est savoir quand prendre du recul. C'est savoir quand tolérer les choses, savoir quand les arrêter. Voilà. Et on en a un à la tête de l'équipe de France. Donc, et c'est pas pour Ouais, rien c'est pas pour rien que les plus grands tacticiens, Greg Popovich, machin, quand ils jouent la France, ils disent. et il arrive effectivement. Alors, moi, ce qu'on m'avait raconté de sources très très proches du staff, c'est que Tony quand même avait explicitement autorisé Vincent au début de leur collaboration. Il lui avait dit, écoute, c'est comme aux Spurs, hein. S'il y a un problème, si j'ai fait un truc mal, tu me prends devant tout le monde et tu me défonces devant tout le monde. Ouais. Parce que si tu me défonces moi, tu peux défoncer tout le monde. Enfin, les autres sont obligés de suivre. Et donc, je pense qu'il y a aussi l'intelligence de Tony d'autoriser ça. Mais Vincent l'a très bien fait. Et Vincent, si tu regardes, il n'a pas été tendre avec Evan Fournier sur les premières campagnes d'Evan. La première, je me souviens, j'y étais. Hein, et Evan n'a pas été gardé à la fin. Euh, et pour autant, ça n'a pas brisé la relation. Et il a aussi su derrière, quand Evan est monté en puissance, lui donner complètement les clés. Et tu vois bien que sur les dernières campagnes,
on va dire qu'offensivement, Evan, il a carte blanche et il joue comme il veut. Donc, effectivement, c'est remarquable. Et donc, voilà, tous les mecs qui gueulent parce que Vincent Collet ci, Vincent Collet ça, vous êtes gentils. Et même ceux qui. Je me suis pris à un mec de Twitter l'autre jour, mais faut pas, c'est pas bien. Mais qui se moquait de Paul Lacombe et de Vincent Collet pour leur bilan à Strasbourg. Mais les gars, allez en finale tous les ans. Enfin, ok, ils n'ont pas gagné, mais allez en finale tous les ans pendant 5 ans, je crois. Ouais. Mais allez-y, quoi. C'est parce que. Alors, effectivement, gagner un titre, bon, c'est l'objectif final, hein, on est d'accord. Mais ceux qui font des one-shots, on fait une équipe, on a un peu de chance sur le recrutement une année, on gagne le titre et puis on redescend 2 ans après. Non, Et on merci, coule quoi. le club, hein, parce que Et voilà, on coule le il y club. en a eu, hein. Il y en a eu. Des titres à crédit et tout. Je crois que c'est Et- Malkovich qui disait les grands titres sont le cimetière des petites équipes ou un truc comme ça. Ouais, Il y avait un truc, exactement. Et il y en a eu. On les citera pas, mais il y en a eu des mecs qui ont été Et champions de il y en France a eu, et qui voilà. ensuite. Et moi, bah, je citerai un exemple aussi, c'est un peu plus vieux, mais Greg Beugnot qui m'a fait kiffer avec son équipe, avec Dylan Herod et tout à Lasvel. Et bon, je suis pas spécialement fan de Lasvel, il se trouve qu'il y a des équipes de Lasvel. Et à l'époque, Dylan Herod, il y avait plein de Français et tout ça. Ils ont fait plein de finales perdues. Enfin, il se fait virer. 2 ou 3 ans plus tard, il gagne avec Bonato, Tanjevic et tout ça. Une équipe qui avait aucune identité. Je suis pas sûr que les gens se souviennent plus de ce titre que de la période que de son Beugnot équipe. où on était associé à l'équipe, on était et donc oui, c'est important d'avoir des trophées, mais en fait, moi je trouve que pour un club, sur la durée, ce qui est plus important, c'est d'avoir des groupes qui ont des aventures. Et puis, bah, si on est champion, c'est super, mais sinon, on vit des aventures, quoi. On vit des belles aventures. Et donc voilà, c'était mon petit moment de défense de Vincent Collet. Et regardez ce qu'il fait à Paris, enfin à Boulogne, ça ferme les bouches de tout le monde. Et bah, peut-être qu'il va être premier avec Boulogne et perdre en finale, mais Boulogne, ils étaient où l'an dernier, quoi. Enfin, tu vois, bon, voilà. Excuse-moi, je fais ma petite crise, mais non, mais c'est Mais tu important sais que de. quand tu regardes, nous on a fait pour les camps qu'on organise, j'ai fait la moyenne et j'ai pris tous les titres en NBA, en Euroleague, en Pro A, et regardez depuis quand le coach il était en place. Alors, t'en as qui ont gagné la première année ou qui ont gagné la deuxième année. Steve Kerr, par exemple. Bon, ça aide quand même d'avoir une équipe, mais ça arrive. Mais la moyenne, la majorité, c'est souvent, pour tous les championnats, c'est supérieur à 5 ans. Le coach en moyenne Ouais, ça qui gagne, m'étonne pas. ça fait 5 ans. Mais c'est matérialisé par le coach, parce que c'est difficile de le faire autrement. Mais ça se retranscrit par une culture. T'en parlais tout à l'heure du OPB 86. Un président qui impose une culture, un coach, des joueurs qui viennent. On impose un truc, lui ça marche pas, tac tac tac, jusqu'à ce qu'une année, tu trouves une alchimie. Ce qui veut pas dire que c'est une loi exacte, et ce qui veut pas dire que parfois tu peux pas gagner un championnat parce que tu es juste meilleur en talent et tu t'entends avec personne et tu gagnes. Après, je dirais, mais on est en train de déborder, c'est un peu en dehors de mon domaine d'expertise, mais on va dire que c'est mon domaine de passion. Je dirais, aujourd'hui, avec un GM, c'est encore mieux. Et à titre d'exemple, parce que je trouve que le coach a besoin quand même d'être épaulé sur tout ce qui est recrutement de joueurs et tout. C'est compliqué de tout gérer en même temps. Et je prendrais pour exemple le club du Mans, moi que j'adore. Très bon J'adore les exemple. équipes qui font au Mans. Parce que là, cette année, si vous les regardez, tu as les mecs, on va dire les mecs qui tiennent l'équipe, les mecs qui font le lien, notamment Terry Tarpé, mais Williams Naras aussi, qui est un super joueur comme ça. Tu as les 2 jeunes, dont à chaque fois je bouffe les noms. Putain, me fait chier, en plus je les filme et à chaque fois pendant les matchs, je dis vas-y, filme. Ah putain. Et puis bon, si je cherche, je vais pas trouver de Non, toute c'est façon. ça. Et non, mais donc il y a toujours un groupe. Enfin, il y a toujours l'idée de préserver un groupe solide et de rajouter, de changer 4-5 joueurs tous les ans et tout. Et ça, je trouve que la construction, notamment grâce à un GM qui peut donc accompagner le coach, prendre des contacts, faire des recherches et tout, c'est quelque chose qui fait qui fait vraiment le bien du groupe. Et puis trouver des rôles pour les différentes personnes et tout. Et aujourd'hui, le PB qui est en train de renaître, il renaît notamment parce qu'ils ont réussi à faire un recrutement, je touche du bois pour eux, mais où il y a un groupe équilibré, il y a des joueurs de devoir, il y a des joueurs plus stars et tout ça. Et surtout, ils vont pas changer 4 fois d'américain dans la saison, quoi. Parce que là, c'est le truc dramatique. C'est encore un autre sujet, hein. Mais oui. mais tu Ouais. sais, le general manager, ça peut aussi devenir un frein quand il n'est pas en accord avec le coach. Tu vois, par exemple, je ne vais pas citer le PSG, mais où tu vois qu'il n'y a pas d'équilibre, tu vois, il n'y a pas de Ah, mais discussion.
Ouais, mais pour moi, dans ce cas-là, faut virer le general manager. Enfin, il faut que les gens il faut réussir à trouver des gens qui veulent travailler ensemble pour un projet et pas pour travailler pour eux. Ouais. Et Et donc si tu y arrives, pour moi le tu tu devrais presque dire: «Écoutez les gars, si on doit virer l'un, on vire les 2, hein. Donc maintenant vous êtes dans le même bateau et Et tu sais que souvent, tu parlais des gens dont on parle pas. Souvent, on vante les Spurs. Incroyable, fantastique, Greg Popovich, quelle équipe et tout, il arrive toujours à faire. C'est qui le general manager? ouais, c'est qui a Personne. imposé, Tony Parker? R.C. Buford, hein? Ouais, Personne connaît son nom. Ouais, j'exagère. ouais. Personne connaît son nom, j'exagère. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent pas son nom. Et R.C. Buford, il a son domaine de compétences où il est très très fort. Il a organisé tout son système. Par contre, en dessous, il a dit à Pop, ok, de quoi tu as besoin, comment? Et ils travaillent ensemble. Et l'un marche pas sur les plates-bandes de Et l'autre. pour moi, c'est ça qu'il faut faire, hein. Ah C'est qu'il ben, doit je y avoir suis un persuadé. dialogue. Le GM doit s'adapter au style du coach qui est recruté et le coach doit accepter, parce que, c'est compliqué pour un coach qui doit gagner le prochain match de dire: «On va recruter lui parce qu'il sera bon dans 3 ans», tu vois? Alors certains coachs sont capables de le faire parce ils sont plus en place, ils ont plus, mais pour le coach qui est dans sa première expérience et tout ça, faut qu'il gagne, ce week-end parce que les partenaires vont lui gueuler dessus, tu vois? Bon après, on peut rentrer dans le long débat que tu as peut-être eu aussi avec Guillaume Altefer. Ça remonte aussi au président qui doit, donner un ton sur, c'est quoi l'identité du club, et qui donne aussi le ton en recrutant les gens, hein, en prenant pas n'importe qui, mais Et Fabien, j'ai eu Fabien en podcast, je crois que tu l'as pas regardé celui-là, je te le conseille, qui est désormais general manager de Dijon, et il racontait ça, lui. Il racontait qu'il était coach et qu'il était fatigué des présidents qui avaient pas de vision, qui savaient pas comment faire, dans quel ordre, et qui changeaient, qui voulaient des résultats sans comprendre comment tu construis des résultats. Et, euh, et il raconte ça un peu comme Guillaume fait, que voilà, quand tu es une équipe bien construite, alors oui, parfois tu vas faire des moins bons recrutements, tu vas rater des joueurs, voilà, donc l'équipe va être un peu moins bien. Par contre, tu as une solide base autour qui fait que ces années-là, ben, tu descends un peu, mais tu restes. Tu descends pas. ouais, et puis les gens continuent à te suivre. Et puis les gens continuent à suivre. Et puis ça s'approprie le truc, et voilà, il y a tout un.